Bienvenue à la section 2, Unité 3, École et système de gestion sensible au genre. À la fin de cette unité, vous devriez être en mesure de définir ce qu'est une école sensible au genre, articuler ce qui rend une école sensible au genre et pourquoi cela favorise l'égalité de sexe dans l'éducation. Articuler les responsabilités de la direction et des enseignants pour rendre une école sensible au genre. Évaluer le niveau d'égalité des sexes dans la direction de l'école. Décrire les facteurs clés pour améliorer la protection et la sécurité des enfants et être capable d'engager la communauté scolaire dans l'identification des problèmes et des solutions. Développer de l'empathie pour les élèves handicapés. Créer une sensibilité à la budgétisation sensible au genre dans l'ensemble des projets et programmes scolaires. Afin de créer une école sensible au genre, l'environnement scolaire, social et physique doit être pris en compte pour s'assurer qu'il réponde aux besoins des garçons et des filles. Pour réussir à créer une école sensible au genre, les intervenants doivent comprendre les principes et les pratiques pédagogiques qui favorisent l'égalité de genre, notamment méthode d'enseignement, usage de la langue, matériel éducatif, configuration de la salle de classe, interaction entre les élèves et l'enseignant et l'environnement physique. Chacun d'eux doit être sensible au genre et centré sur l'apprenant. Cette unité donnera un aperçu des sujets essentiels à la création d'une école sensible au genre, tandis que les unités ultérieures approfondiront les sujets. Afin de s'assurer qu'une école a une gestion sensible au genre, les administrateurs doivent continuellement analyser les connaissances et la composition des équipes de gestion et de direction de leur établissement. Veuillez considérer les questions suivantes et fournir vos réflexions lorsque cela est indiqué. Prenez un moment pour réfléchir à la composition des équipes de gestion et de direction de votre école en vous référant aux questions suivantes et en complétant le tableau que vous voyez ici. Question. Quelle est la compréhension actuelle de l'intégration de la dimension de genre parmi les cadres et les dirigeants? Comment le genre est-il reflété dans les organes suivants des comités de l'école énumérés dans le tableau de droite? Y a-t-il des organes de l'école qui sont moins représentés par les femmes? Y a-t-il des secteurs qui sont moins représentés par les hommes? Prenez un moment pour réfléchir à des raisons de cette situation et de ce qui pourrait être fait pour garantir que tous les domaines sont inclusifs en termes de genre. Comment le genre se reflète-t-il dans la direction des organes scolaires? Y a-t-il des organes scolaires qui sont dominés par un leadership féminin? Lesquels sont dominés par un leadership masculin? Comment pouvons-nous créer une plus grande équité et parité entre les sexes? Réfléchissez aux pratiques ou normes culturelles qui peuvent être présentées au sein des communautés dont votre direction et votre leadership sont issus. Comment peuvent-elles entraver l'égalité des sexes dans l'éducation? Réfléchissez pour savoir s'il existe des règles, des règlements et des pratiques existants dans l'école qui peuvent répondre ou non à l'égalité des sexes. Une école sensible au genre prend en compte les besoins spécifiques des filles et des garçons et dispose de systèmes de gestion, de politiques et de pratiques qui reconnaissent et répondent aux besoins sexospécifiques des filles et des garçons. Une approche holistique de la création d'une école sensible au genre permet de couvrir tous les aspects pertinents du système. Les domaines à examiner comprennent
l'égalité entre les enseignants masculins et féminins, les politiques tenant compte du genre, le programme d'études et la formation, les obstacles liés aux coûts et aux infrastructures et la connexion avec la communauté. Quels pourraient être des exemples d'égalité entre les enseignants et les enseignantes? Écrivez votre réponse. Des pratiques d'embauche équitables, égalité de salaire, conditions d'enseignement, postes de direction et répartition équitable du travail. Horaires flexibles favorables à la famille proposés pour soutenir les deux sexes. Que pourrait exiger des politiques sensibles à la dimension de genre? Développer et appliquer des codes de conduite pour les enseignants, le personnel et les élèves, y compris une politique de tolérance zéro à l'égard du harcèlement sexuel et des abus physiques, verbaux ou sexuels. S'engager à encourager les garçons ou hommes et les filles ou femmes à suivre l'éventail complet des matières et à envisager des carrières dans n'importe quel domaine. S'engager à partager équitablement les tâches entre les garçons ou hommes et les filles ou femmes dans les écoles et dans les établissements de formation des enseignants. S'engager à favoriser l'inclusion à l'école, notamment en rendant les salles de classe et les toilettes accessibles et en luttant contre les attitudes négatives envers les personnes marginalisées. S'engager à élaborer des normes et des politiques en matière de construction et d'infrastructures qui garantissent des installations adéquates et séparées pour l'eau, l'assainissement et la santé, y compris un espace privé où les filles peuvent se laver, changer de serviettes hygiéniques et accéder à des poubelles et à des fournitures sanitaires dans la mesure du possible. Adopter et mettre en œuvre des politiques permettant aux filles enceintes ou aux filles ou femmes ayant des enfants de poursuivre leur éducation avec des aménagements. Que pourriez-vous prendre en considération lors de l'élaboration du curriculum, programme et de la formation? Veillez à ce que les enseignants soient formés et à ce qu'ils suivent des cours de recyclage sur les méthodes d'enseignement tenant compte du genre. Lors de l'élaboration d'un nouveau programme scolaire, veillez à ce qu'il tienne compte du genre, élimine les préjugés et veille à ce que le contenu soit inclusif pour tous les élèves. Quelles sont les préoccupations en matière de coûts et d'infrastructures? S'assurer que les budgets incluent des investissements dans la création d'une école accessible pour tous les élèves. Il peut s'agir d'infrastructures, rampes pour les personnes déséquilibrées, salles de bain, favorisant une bonne hygiène, aliments nutritifs, bourses d'études. Pourquoi serait-il important d'établir des liens avec la communauté? Les parties prenantes sont des partenaires importants pour aider les garçons et les filles à accéder à une éducation équitable et de qualité. Il est essentiel de les engager en tant que partenaires. Le chapitre 11 de votre boîte à outils approfondit l'engagement des parties prenantes. Cette approche holistique porte spécifiquement sur la prise en compte du genre dans l'école. Elle s'applique encore plus efficacement si les normes de base d'une école ordinaire sont en place. Explorons les caractéristiques d'une école ordinaire. On suppose qu'une école ordinaire a mis en place les éléments suivants: environnement physique, environnement académique et environnement social. Quelles sont les caractéristiques de l'environnement physique? Infrastructure adéquate, salle de classe adéquate, laboratoire et espace pour l'estime,
dortoir si nécessaire, installation de restauration, bibliothèque, installation sanitaire, commodités comme eau, téléphone, transport, électricité et assainissement, logement des enseignants, installations sportives et récréatives, environnement écologique favorable. Quelles sont les caractéristiques d'un environnement académique? Une population étudiante qui correspond aux installations, ressources et infrastructures disponibles. Matériel d'enseignement et d'apprentissage adéquat. Guide de l'enseignant, manuel scolaire, livres de bibliothèque, etc. Équipements scientifiques et produits chimiques. Ordinateur. Des enseignants en nombre suffisant, qualifiés et motivés. Système de gestion scolaire efficace. Code de conduite professionnelle des enseignants qui fonctionne. Règles et règlements scolaires adaptés aux enseignants et aux élèves. Et formation périodique en cours d'emploi pour les enseignants. Quelles sont certaines des caractéristiques d'un environnement social? Des conditions de travail adéquates pour les enseignants, y compris les salaires, le logement et les avantages. Un leadership étudiant organisé. Activités sportives et récréatives. Comité de gestion scolaire, CGS opérationnel. Conseil d'administration, BIOGIS. Association de parents d'élèves. Association de mères d'élèves. Participation de la communauté au fonctionnement de l'école. Visite et exclusion interscolaire. Mobilisation de ressources par le biais de projets générateurs de revenus, de subventions, etc. Il existe de nombreux exemples d'écoles sensibles au genre qui ont réussi. L'un d'entre eux est le modèle des centres d'excellence du FAWE, dans lequel l'environnement scolaire, social et physique d'une école et de sa communauté environnante tient compte des besoins spécifiques des garçons et des filles. Les caractéristiques des centres d'excellence du FAWE sensibles à la dimension de genre sont les suivantes. Les filles ont un pouvoir d'action. La communauté scolaire est sensibilisée aux questions de genre. Les enseignants utilisent des méthodes d'enseignement tenant compte de la dimension de genre. Les filles sont encouragées à explorer toutes les matières, en particulier les matières STEAM. Bourses d'études pour les filles et les garçons dont le besoin. Les cas de harcèlement sexuel et les grossesses sont considérablement réduits. Les taux d'abandon scolaire sont faibles et les taux de réussite élevés. Communauté engagée et des installations physiques tenant compte de la dimension de genre sont disponibles. Deux des meilleures pratiques utilisées dans les centres d'excellence du FAWE sont les groupes de mères éducatrices et les clubs Tous Aimés. Un groupe de mères éducatrices est un groupe de membres de la communauté dont un chef d'établissement, un responsable local, le président de l'association des parents d'élèves et le président du comité de gestion de l'école. Les objectifs des groupes de mères éducatrices sont les suivants. Assurer la scolarisation, la rétention et l'achèvement de l'éducation des filles. Sensibiliser les communautés aux pratiques culturelles qui ont un impact négatif sur l'éducation des filles. Promouvoir des relations interpersonnelles, amicales, entre les mères et les filles. Plaider en faveur de l'hygiène, de la nutrition, des droits de l'enfant et mettant l'accent sur les filles. Fournir des conseils en mettant l'accent sur les filles.
assurer la disponibilité et l'adéquation des installations sanitaires hygiéniques, en particulier pour les filles. Travailler avec les enseignants et les écoles pour éliminer les incidents de maltraitance des enfants et toutes les formes de harcèlement sexuel. Mener des activités génératrices de revenus pour soutenir l'éducation des filles, telles que des événements culturels ou des ventes d'artisanat. Les clubs Tous S'aimer émanent d'un projet qui a été mis en place par le département des Beaux-Arts et des Arts du Spectacle, DFPA, de l'Université de Dar es Salaam en 1996 pour utiliser le théâtre comme un outil permettant aux filles de s'exprimer et d'exprimer leurs problèmes, de trouver des solutions et de prendre des initiatives pour résoudre ces problèmes. Ce projet était une réponse à l'inquiétude des éducateurs, des parents et d'autres groupes sociaux en Tanzanie qui craignaient que les voix des filles ne soient pas incluses ou prises en compte dans les efforts visant à améliorer les résultats scolaires des filles dans les écoles secondaires. Vois l'unité 11 et la page de ressources pour plus de détails. Venons-en maintenant à un phénomène qui touche beaucoup les filles et qui, souvent, est un des obstacles majeurs qui entravent leur scolarité ou leur éducation, à savoir les violences basées sur le genre en milieu scolaire, VGMS. Les VGMS touchent des millions d'enfants, de familles et de communautés. Il s'agit d'actes ou de menaces de violences sexuelles, physiques ou psychologiques à l'intérieur ou autour des écoles, perpétrés en raison de normes et de stéréotypes liés au genre et renforcés par des dynamiques de pouvoir inégales. La direction de l'école joue un rôle central dans l'établissement d'un environnement d'apprentissage sûr et sensible au genre. L'établissement d'un code de conduite pour les enseignants qui décrit les comportements et les responsabilités acceptables des enseignants, notamment en ce qui concerne les questions de harcèlement sexuel et de violences sexistes, peut contribuer à garantir un environnement d'apprentissage sûr et accueillant pour tous. Voir la page de ressources dans votre boîte à outils pour les directives de l'UNESCO pour la conception et l'utilisation efficace des codes de conduite des enseignants pour un soutien dans l'examen, la conception et la mise en œuvre d'un code de conduite et les mécanismes appropriés pour assurer sa mise en œuvre réussie et la réglementation de la conduite des enseignants au niveau de l'école. Pourquoi est-ce important? L'UNESCO nous donne quelques chiffres dans cette vidéo dont nous allons seulement regarder un extrait car elle est en anglais. There is nothing that damages a child more than being unhappy at school. So when it comes to bullying, when it comes to sexual violence, when it comes to any form of violence, it makes a child's life an absolute misery. There's a clear connection, even with what could be perceived as a simple barrier as cost of education. It's always linked to the gender aspect, the vulnerability, particularly of girls, and sexual abuse and exploitation and harassment. In almost every country where we do research on the right to education, it comes up and it's systemic. It often responds to serious failures by the education system or the government as a whole to acknowledge it as a central issue and a barrier to both primary but particularly secondary education when adolescents are most exposed and vulnerable to sexual violence. It negatively impacts on participation in learning. So children have to withhold and govern their behaviours and often are quite anxious about who or how to be at school when gender-based violence is going on around them. She's not able to concentrate or he's not able to concentrate if he knows that any slight mistake, my teacher is going to cane me. We've done pieces of studies and we found out that one of the key factors why they are getting out of school is violence against children in schools.
It's contributing at around 20%. They're getting out of school because of corporal punishment, sexual abuse, neglect by parents and teachers. When people are the victims of violence in any form, they're more likely to suffer from mental health distress. Some of them will suffer inwardly and become withdrawn, will not want to participate in the activities happening in the school. Those who are involved in perpetrating violence are also vulnerable. So in the long term, people who engage in forms of violence as young people are much more likely to go on and repeat those patterns of violence in adulthood. They're more likely to become people who take risks with drugs and alcohol and get caught up in other forms of antisocial behaviour. Vous voudrez bien, s'il vous plaît, faire particulièrement attention à l'exemple d'Amir et celui d'Okaya. Amir is 10 and attends school in the Middle East. Instead of playing sports like the other boys, he prefers acting and writing poetry. Some of the boys laugh at him, telling him he's skinny and calling him a sissy. Things get worse when one of them picks on him. Soon, everyone is picking on him. Amir's teacher tells him it's a normal part of growing up. His father tells him to grow up and be a man. Around the world, 1 out of every 3 students is bullied by their peers. In many regions, physical bullying is the most common type of bullying, with 16% of bullied children saying they have been hit, kicked, shoved around, or locked in rooms. Far away, in Europe, 13-year-old Rani is experiencing a different kind of bullying. She recently moved there from Asia with her family. It feels as if her world has been turned upside down. School is taught in a language she doesn't understand, and she hasn't made any friends. Things can't get any worse until someone posts a hurtful text about her on social media, telling her to go back to her own country. The cyberbullying gets worse. Ethnicity, nationality, or color is the second most common reason for bullying. The most common reason is physical appearance. 16-year-old Kaya in Southern Africa is bullied for the way she looks every day. Her parents are poor and can't afford to buy her shoes or a new uniform. Every day she walks kilometers to get to school. It's not easy, but her dream of being a doctor helps her to stay motivated. Lately, some of the boys from her school have been making life difficult. They wait for her along the path, crowding around her and making rude comments about the way she looks. When she tells them to leave her alone, they just laugh. Over 15% of bullied students say they were made fun of because of how their face or body looks. Many students, especially girls, experience violence based on their gender in and around school. As bullying continues, many victims don't know who to turn to and become isolated and depressed. They find it difficult to concentrate during lessons and start missing classes or drop out of school altogether. 42% feel like an outsider at school. 63% feel anxious for tests, even if they are well prepared and score lower than their peers. 45% of them give up on their dreams to pursue formal education after school. Countries cannot achieve inclusive and equitable quality education for all if learners are being bullied at school. Après le visionnage, pourriez-vous dire ce que vous pourriez faire en tant que directeur ou enseignant pour changer ou résoudre le problème d'Amir et d'Okaya? Partagez vos réponses. Penchons-nous maintenant sur une autre question, tout aussi importante, celle de l'inclusion et de la nécessité de créer des écoles inclusives pour les élèves handicapés. Il est important d'inclure tout le monde. Certes, la tutelle détient la responsabilité première de garantir des écoles et des infrastructures inclusives. La direction des écoles peut également y contribuer, de même que les enseignants. L'éducation inclusive, qui fait pleinement participer tous les enfants à une éducation de qualité, y compris les enfants présentant divers types de handicap,
ou d'autres difficultés d'apprentissage, s'est avéré particulièrement efficace pour aider tous les enfants à créer des sociétés inclusives qui valorisent les contributions de tous ses membres. Les enfants handicapés sont souvent confrontés à des formes de discrimination qui se croisent. Par exemple, les filles handicapées sont confrontées à la fois à la discrimination de genre et à la discrimination due à leur handicap. Ces élèves sont encore plus vulnérables aux brimades, au harcèlement et aux abus. Une gestion et un leadership scolaire proactif sont essentiels à la mise en place d'une école inclusive. Les élèves handicapés sont confrontés à la stigmatisation et à la discrimination, en partie parce que les gens font de fausses suppositions ou ne savent pas comment apporter le soutien nécessaire. L'activité suivante peut être utilisée avec les élèves et les enseignants afin de ressentir plus profondément l'empathie pour les défis auxquels sont confrontés les élèves handicapés, afin que chacun puisse participer à la création d'écoles inclusives. Dans cette activité, je vais vous demander soit de fermer les yeux et d'imaginer que vous êtes malvoyant, soit de tenir un bras derrière votre dos et d'imaginer que vous avez perdu l'usage d'un de vos bras. Prenez quelques secondes pour choisir ce que vous allez faire. Ok. Êtes-vous prêt? Je vais vous parler d'une partie de la journée et je veux que vous imaginez ce que ce serait pour vous si vous étiez malvoyant ou incapable d'utiliser un de vos bras. Imaginez maintenant que vous êtes un élève qui se prépare pour l'école. Vous vous réveillez et vous vous habillez. Qu'est-ce qui est différent pour vous puisque vous ne voyez pas bien et que vous ne pouvez pas utiliser un bras? Qu'est-ce qui est identique? Vous prenez votre petit déjeuner et faites la vaisselle. Réfléchissez à ce pourquoi vous auriez besoin d'aide. À qui demanderiez-vous de l'aide? Vous vous rendez aux toilettes et vous vous brossez les dents. Qu'est-ce qui est différent pour vous? Qu'est-ce qui reste le même? Vous rassemblez vos livres et fournitures scolaires dans un sac à dos et vous vous rendez à l'école à pied. Réfléchissez à ceux qui représentent un défi dans cet âge en raison de votre handicap. Qu'est-ce qui est identique? Veuillez répondre aux questions suivantes dans les cases ci-dessous. Quels ont été certains des défis auxquels vous avez fait face pendant ce court scénario? Qu'est-ce qui est resté inchangé? Quelle tâche aurait été plus facile avec de l'aide? Quel type d'aide aurait été utile? Pourquoi les gens sont-ils méchants avec les personnes handicapées? Comment pensez-vous que cela les fait se sentir? Qu'est-ce que nous perdons en tant que communauté lorsque nous excluons les personnes handicapées? Comment pouvons-nous rendre notre classe ou notre école plus inclusive et plus favorable à tous? Un dernier aspect que nous aimerions voir ensemble, c'est la question des budgets que gèrent les différents organes de l'école. Direction, CGS, APE, etc. Le budget d'une école reflète l'allocation des ressources et son plan de travail. La budgétisation sensible au genre consiste à s'assurer que les ressources sont allouées et utilisées de manière à contribuer à l'atténuation des inégalités entre les sexes et à accroître ainsi les perspectives et les possibilités d'égalité des sexes
et d'autonomisation. En tant qu'école sensible au genre, les directeurs et gestionnaires devraient revoir les budgets existants et ou créer de nouveaux budgets en tenant compte du genre. Cependant, il est essentiel d'être conscient que la budgétisation sensible au genre ne consiste pas à créer des budgets séparés pour les filles ou les femmes. Voici quelques-unes des questions qui peuvent être utiles pour effectuer une analyse budgétaire sensible au genre. L'école dispose-t-elle d'une politique qui soutient la budgétisation sensible au genre? Qui a voix au chapitre dans l'élaboration et les décisions budgétaires? Qui d'autres devraient être inclus pour avoir une perspective diversifiée à la table? Comment la pratique actuelle de budgétisation affecte-t-elle les filles et les garçons, ainsi que les enseignantes et les enseignants? Existe-t-il une ligne budgétaire spécifique au genre? Pourquoi ou pourquoi pas? Quel est le fonds total du budget pour les questions de genre? Quels fonds sont disponibles pour l'équité entre les sexes et les programmes de formation? Quels fonds sont disponibles pour la conception, le suivi et l'évaluation des efforts visant à rendre l'école plus sensible aux questions de genre? Que faut-il changer dans le budget pour qu'il soutienne une école sensible au genre? Partagez vos réponses sur l'analyse budgétaire sensible au genre. Veuillez répondre à ces questions et téléchargez vos réponses avant de passer à l'unité suivante. Nous avons collecté quelques ressources additionnelles pour vous permettre d'approfondir. Cela termine la section 2, module 3. Ensuite, nous allons commencer la section 3, module 4.